quelque heure qu'il plaise à Dieu de m'appeler à lui. Je désire que l'on garde mon corps le plus qu'on pourra, sans une grande incommodité, et jusqu'à ce qu'on soit parfaitement assuré de ma mort par des marques très certaines. Non que j'ai beaucoup d'attache à la vie, mais parce que les exemples de ceux que je sais avoir été enterrés tout vivants me font d'autant plus craindre les sensations auxquelles je serais exposé si je revenais à moi dans le tombeau. Mais vous êtes là? Bonjour. Je suis désolé, je savais pas que vous étiez là. C'est compliqué de finaliser un cercueil. On va peut-être se remettre dans le studio, ce serait peut-être plus simple, hein, parce que là, je suis pas sûr que là je pourrais faire un speech. Allez, venez, on va pas dans le cercueil, dans le studio. Voilà, c'est mieux. On se retrouve là dans le studio, on est quand même mieux pour raconter des histoires quand même. Bon, vous avez vu cette intro, je suppose que tous les tafophobes sont en PLS en ce moment, j'en fais partie. J'espère que vous avez vu les 3 références que je vous ai distillées un petit peu dans cette intro. La première référence, c'est le clip de Mac Miller, Self Care. C'était un morceau qu'il a sorti en 2018, malheureusement il est mort la même année d'une overdose. La deuxième référence, c'est Kill Bill 2 avec Uma Thurman, un film de Tarantino. Uma, elle se retrouve là coincée dans un cercueil. Je vous spoile pas, si vous l'avez pas vu, allez voir. Moi, je l'ai vu au ciné et j'étais comme ça, voilà, pendant toute la scène. Et puis la troisième référence, c'est ma voix off. C'est moi qui ai fait la voix off. Là, c'est la voix que j'aurai quand j'aurai 80 ans, si j'y arrive. Cette voix off, elle est un peu similaire à celle qu'il y a au début du film Le Nom de la Rose avec Sean Connery, un film de Jean-Jacques Hano sorti dans les années 80. Excellent film. Bon, revenons à nos moutons. On va parler de personnes enterrées ou presque dans certains des cas. Le sujet est flippant, ça je vous l'accorde. Il est d'autant plus flippant à cause d'un chiffre que j'ai trouvé qui est absolument terrifiant. On verra ça en milieu de vidéo. Je vais vous raconter en fait 8 histoires de personnes qui sont retrouvées justement enterrées vivantes. Et au milieu de la vidéo, on fera une petite pause et on parlera de taphophobie, la peur d'être enterré vivant. Et il y a un chiffre où je vous dirai ce chiffre-là, c'est absolument terrifiant. Let's go! Nous sommes en Caroline du Sud au cours de l'année 1850, précisément à Edisto Island, où des Américains de plus en plus nombreux passent leurs vacances d'été. La région est particulièrement agréable avec ses longues plages de sable. Une famille dont l'identité est restée inconnue jusqu'à ce jour a choisi ce lieu de villégiature pour passer une partie de l'été. Malheureusement, la jeune fille de cette famille contracte la diphtérie et meurt durant son séjour. La maladie est une infection respiratoire très contagieuse, qui provoque des dégâts importants sur le système nerveux central et qui entraîne surtout une mort par asphyxie. En 1850, les gens en ont peur, très peur. Le médecin et les autorités décident d'agir super vite. Elle est déclarée mort à la hâte et enterrée au plus vite pour stopper toute contagion. Pour ce faire, on choisit un mausolée d'une famille établie dans la ville et on y enferme le cercueil en bois. Ouf, la contagion est stoppée, la famille endeuillée peut rentrer chez elle. Quelques années plus tard, en 1861, la guerre de sécession envoie les enfants de la nation sur les champs de bataille. Le fils de la famille possédant le mausolée revient malheureusement les pieds en avant. On procède à la mise en bière et on ouvre la porte du mausolée pour y installer son cercueil. Mais derrière la porte, c'est le choc. Les employés du cimetière découvrent avec effroi le squelette allongé de la jeune fille inconnue. Elle avait réussi à sortir de son cercueil et avait tenté de trouver un moyen de sortir de son piège. Sans succès. Elle n'est donc pas morte de diphtérie, mais sans doute de soif, de faim et d'épuisement. Le 29 janvier 2018, au Brésil, à Riachão das Neves, plus précisément, Rosângela Almeida dos Santos, 37 ans, succombe d'un choc septique. C'est ce qu'il y a écrit sur son certificat de décès. Au Brésil, il fait très chaud, donc on enterre rapidement. Et le lendemain, Rosângela est déjà sous terre. La famille, triste bien sûr de cette soudaine épreuve, rentre chez elle pour prier. Mais le 9 février, des riverains du cimetière alertent la famille. Des bruits s'entendent et proviennent de la tombe de Rosângela.
Une des témoins, Natalina, dira « Je me suis rendu en face de la tombe et j'ai entendu plusieurs fois taper. J'ai pensé que des enfants jouant par là me faisaient une blague. Puis j'ai encore entendu gémir 2 fois et puis plus rien. » Les habitants de la commune s'agitent et plusieurs personnes, dont les membres de la famille, insistent pour ouvrir le cercueil. Une troupe importante s'agglutine pour assister à la réouverture. Et l'effroi va submerger tous les habitants. Le corps de Rosangela est encore chaud, elle a des blessures aux mains et au front, et des traces de lutte sont visibles sur les bords du cercueil et sur son corps, avec certains clous sortis de leur emplacement. Aucun doute, Rosangela était vivante dans son cercueil, où elle a tenté désespérément de s'échapper. Durant ces longues 11 journées, la famille a bien sûr demandé une enquête pour savoir qui était à l'origine de la déclaration de décès, afin de déterminer les responsabilités. « 1915, Blackville, Caroline du Sud, pour ne pas changer. Essie Dunbar, 32 ans, meurt des suites d'une crise d'épilepsie. Heure des obsèques, demain matin, 11h. Pas plus tôt, pour laisser sa sœur habitant la petite ville voisine, d'être prévenue et de pouvoir se rendre à l'enterrement pour se recueillir auprès de sa défunte sœur. 11h et toujours pas de sœur. Elle devrait arriver, alors on démarre la cérémonie. Fin de cérémonie, la sœur n'est toujours pas là. Donc on part au cimetière où on descend le cercueil dans le trou. La sœur arrive enfin, donc on décide de remonter tout ça et d'ouvrir la boîte pour qu'elle puisse lui rendre un dernier hommage. Le couvercle saute, la sœur regarde Essie, et là, stupéfaction. Essie se redresse et s'assit dans son cercueil, tout sourire en voyant sa sœur. Effroi, cri d'horreur, en reculant de terreur, 3 personnes tombent à la renverse dans la fosse, dont un qui aura des côtes cassées. Les 2 autres remontent et s'enfuient comme la sœur et le reste de la troupe qui prennent leurs jambes à leur cou. Pour ne rien arranger, Essie, qui a du mal à comprendre la situation, leur court après pour tenter justement d'en avoir. C'est la panique générale. Plusieurs années après, les habitants s'en souviennent encore et certains pensent farouchement qu'Essie était un fantôme, voire pire, un zombie revenu d'entre les morts. Essie Dunbar vivra encore longtemps et mourra en mai 1962 à l'hôpital du comté de Barnwell. Un journal local intitulera sa une avec le titre « Un deuxième enterrement est organisé pour une femme de Caroline du Sud ». Nous sommes le 2 septembre 1721 et c'est jour de pendaison. Margaret Dixon, dit Maggie, a fait une vilaine bêtise. Et à Édimbourg, capitale de l'Écosse, ça ne rigole pas. Car Maggie a quitté son mari, puis a fui et s'est retrouvée dans une auberge où elle a trouvé un petit emploi, mais aussi le fils du propriétaire, avec qui elle a eu une liaison accompagnée d'une grossesse. Sauf que, certainement sans le sou, elle ne voulait pas perdre son travail. Elle cache donc la grossesse et accouche d'un bébé si faible que le pauvre petit meurt quelques jours après. Le bébé ne pose plus de problème, mais il faut s'en débarrasser. Alors Maggie le jette dans la rivière et repart travailler. Ce dont elle ne se doute pas, c'est que le petit corps flotte et qu'il est retrouvé un peu plus loin. L'enquête mène rapidement à la jeune femme qui est déclarée coupable et condamnée à la pendaison. La pendaison, elle, se passe très bien. On descend son corps de la potence, on le place dans un cercueil, on charge le cercueil sur un chariot et on part pour le cimetière. Mais sur le trajet carrossé, Maggie se réveille et crie pour qu'on la sorte de la boîte. La résurrection est vécue comme un acte de pardon de Dieu et Maggie est libérée. Elle va repartir auprès de son ancien mari avec qui elle aura d'autres enfants qu'elle gardera cette fois-ci. Et Maggie sera surnommée par les habitants Maggie à moitié pendue. Alors on fait un petit point là maintenant, on va parler justement de taphophobie et de tout ce qui a découlé au 19e siècle notamment. Alors il y a un chiffre qui est absolument effrayant, je vous en parlais au début de la vidéo, c'est en fait une étude réalisée dans un cimetière américain en 1963. Ils ont en fait ouvert toutes les tombes et ils ont constaté que 4% des personnes enterrées dans ce cimetière étaient en fait mortes d'une asphyxie postérieure à leur inhumation. Ça fait vraiment flipper. Et apparemment c'est un chiffre qu'on peut attribuer à tous les cimetières. 4% des personnes enterrées sont encore donc vivantes après leur inhumation. La taphophobie, ça vient du préfixe grec taphos, qui veut dire le tombeau, et du suffixe phobos, qui veut dire la phobie, la peur irrationnelle. La taphophobie, c'est donc la peur d'être enterré vivant. Et cette peur est présente chez beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit, dont moi. Même si de nos jours, avec la technologie actuelle, les cas de personnes enterrées vivantes par erreur ont quasiment disparu, cette peur a quand même toujours existé et elle a pris de l'ampleur au XVIIIe siècle pour atteindre des sommets au XIXe siècle.
La cause, elle est très simple. À l'époque, les médecins rencontraient beaucoup de difficultés à diagnostiquer la mort d'une personne. Les cas les plus compliqués étaient les personnes dans le coma. Les médecins avaient donc du mal à faire la différence entre mort apparente et mort réelle. Pour rajouter à ça, les populations subissaient fréquemment des épidémies et durant ces périodes compliquées, on enterrait vite pour ne pas propager la contagion dans la population. L'exemple le plus emblématique fut l'épidémie de fièvre jaune en 1793 à Philadelphie, aux États-Unis. Durant cette hécatombe, les gens tombaient comme des mouches. Et certaines personnes qui étaient en charge justement des cadavres n'hésitaient pas à entrer dans les maisons pour extraire les malades agonisants et les enterrer rapidement, alors que certains étaient sans doute encore bien vivants. Au 19e, des personnes ont commencé à réfléchir à des stratagèmes pour équiper leurs tombes d'un système qui leur permettrait de prévenir la surface au cas où ils se réveilleraient à l'intérieur. Ils ont bâti des cercueils sécurisés dont certains ont même été brevetés. On procédait dans un premier temps à une surélévation du cercueil grâce à des pierres installées en dessous qui empêchaient son inondation en cas de forte pluie. À l'intérieur, on prévoyait un possible retour à la vie. Pour le confort thermique, on tapissait le fond de la boîte avec du foin et on couvrait le corps d'un drap de sergé. On déposait sous la main gauche une fiole de bon vin avec un morceau de pain ou des biscuits. Certaines personnes demandaient même à ajouter une fiole de liqueur facile à déboucher pour apaiser l'angoisse de se retrouver là. Et bien sûr, on installait un système d'alerte en attachant sur un des poignets une cordelette qui remontait à la surface et actionnait une cloche fixée à un pieu. En 1896, sous le règne du tsar de Russie Nicolas II, le comte Michel de Karnitz-Karniki imagine un système ingénieux. On dispose sur la poitrine du défunt une boule de verre reliée à un ressort qui, sous l'action d'un mouvement de respiration, déclenche un système d'alerte et de survie. À l'extérieur se trouve une boîte qui s'ouvre pour faire entrer air et lumière et déclencher en même temps une cloche pour entendre et un drapeau pour voir au cas où le gardien du cimetière serait dur d'oreille. Les mécanismes d'alerte et les solutions de survie ont été légion depuis. Alors si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas si vous allez être nombreux à vouloir cette vidéo parce que c'est quand même flippant. Allez, revenons à nos histoires. Nous sommes en janvier 2018. Gonzalo Montoya n'a pas eu une vie facile. Pauvreté, délinquance, prison. Il y est d'ailleurs depuis quelques jours près d'Oviedo en Espagne, condamné pour du vol et recel de métaux. À bout, il trouve une solution pour stopper tous ces malheurs, mettre fin à ses jours. Il avale donc beaucoup de médicaments et ça marche. 3 médecins du centre pénitentiaire tournent autour de sa dépouille et comme Montoya n'exprime plus aucun signe de vie, il est déclaré mort. On marque alors le corps pour procéder à l'autopsie, on le glisse dans un sac mortuaire et on appelle la famille pour les prévenir. Alors que les employés du centre dézippent le sac, Montoya se met à crier et bondit en jetant ses bras hors du sac. Les employés reculent. Montoya était encore bien vivant et, retour à la casse-prison, il va devoir purger sa peine. Voici pas une mais 2 histoires similaires, mais vécues à des époques différentes, et ça concerne des jeunes garçons. Le 25 avril 1913, à Butte en Californie, un petit garçon âgé de 3 ans meurt subitement. Madame Burney, sa maman, ne comprend pas bien ce qu'il s'est passé. Elle veille auprès du cercueil, encore ouvert de son fils, quand soudain, elle le voit se redresser et s'asseoir à l'intérieur. Le garçon tourne la tête et fixe la grand-mère qui, âgée de 81 ans, meurt sous le choc quelques instants après. Puis, le petit garçon retombe en arrière et sombre à nouveau dans le coma. Le médecin, alerté, revient donc sur les lieux et après de nombreux diagnostics réalisés plusieurs fois, confirme à nouveau sa mort. Ce qui est fou, c'est qu'il est arrivé la même chose 99 ans après au Brésil. Kelvin, 2 ans, se relève dans son cercueil alors en pleine cérémonie d'obsèques et il demande un verre d'eau à son père qui, médusé, s'exécute. Puis l'enfant retombe dans son cercueil et replonge dans le coma pour être finalement déclaré bel et bien mort par le médecin de famille. Dans le petit village de Brogging en Angleterre, on célèbre tous les ans le jour de la fête du vieillard, célébration en l'honneur de Matthew Wall. Matthew s'est levé le matin du 2 octobre 1571 pour se marier. Il se prépare, se rase, s'habille et meurt. On l'emmène à l'église pour une autre raison que la première, les pieds en avant. Mais sur le chemin qui mène à l'église, un des porteurs glisse sur des feuilles humides
et fait basculer le cercueil qui touche avec fracas le sol. Le choc a l'effet d'un électrochoc à réveiller un mort. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Matthew cogne alors contre les parois du cercueil et hurle qu'on le laisse sortir. On n'a jamais su vraiment ce qu'avait eu Matthew ce jour-là, mais on a su ensuite qu'il s'était marié, avait eu 2 fils et avait vécu encore 24 ans avant de s'éteindre définitivement en 1595. Madame Blunden, un soir de juillet 1674, ne se sent pas très bien. Elle demande à son apothicaire de lui prescrire un remède à l'eau de pavot, mais l'eau semble croupie et elle tombe dans un coma qui, pour l'époque, semble signifier qu'elle est morte. L'apothicaire affirme que Madame Blunden a fait une overdose au pavot. Son mari, lui, est parti en voyage d'affaires. On décide donc d'enterrer Madame Blunden dans le cimetière du village très rapidement, sans attendre son retour. Le cimetière où elle repose se trouve près de l'école et certains enfants qui sont venus jouer à proximité de la tombe entendent des cris terrifiants et des gémissements provenant justement de la tombe de Madame Blunden. Nous sommes 2 jours après sa mise en terre. Ils vont donc aussitôt alerter le maître d'école qui court avertir le croque-mort, qui alerte le juge d'instruction pour qu'il leur donne de déterrer le corps. Stupéfaction, Madame Blunden était bien vivante quand on l'a enterrée, car des traces de lutte intense, de contusions et d'égratignures très récentes sont constatées sur son corps. Elle est à présent bien morte, c'est ce qu'on croit affirmer. Le mari, rentré entre-temps, demande une mise en bière prolongée. Il veut qu'on ne ferme le cercueil que le lendemain et on poste des gardiens pour surveiller au cas où. Mais dans la nuit, à cause d'une grosse averse, les gardiens vont devoir fermer le cercueil et courir se réfugier à l'abri. Le lendemain, tout le monde revient et on ordonne de rouvrir la tombe. Effroi, Madame Blunden s'était à nouveau réveillée d'entre les morts. Elle avait arraché son linceul, s'était scarifié le visage et la bouche et avait encore une fois tenté de sortir de sa dernière prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour participer au financement de mon cercueil, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Si vous voulez une autre vidéo comme celle-ci, pianotez-le aussi en commentaire. Et à très vite pour une prochaine vidéo passionnante.